Vipère au point, chapitre 9. Poussés par de solides bras devant, les giboulets giflaient interminablement le craonnet, avec la même constance dont Folcoche savait faire preuve à notre égard. Les carreaux étaient verts, l'ommet débordait largement sur les prés-bas, noyant les grillons. Depuis 2 ans déjà, 2 ans. Savez-vous ce que c'est ? Nous vivons affublés d'hypocrisie et de loques. Tout cheveux et toute espérance tondus de près. Depuis 2 ans, le révérend, aux 3 griffes de lion, nous apprenait le latin et le grec. Entre 2 pipes, 2 gros culs. Contrairement à ses prévisions, il avait tenu le coup. Madame Mère le soutenait malgré la qualité médiocre de son préceptorat et le zèle fâcheux qui le poussait vers les filles de ferme. On le payait peu, on pouvait le traiter cavalièrement. Il se lavait toujours les mains et passait la cuvette de Ponce Pilate à la dictatrice. Une seule ombre au tableau. Il avait le nez fin et je pouvais renifler sans humeur l'odeur de nos chaussettes sales. Changées toutes les 6 semaines. « Encore vos patates pourries » maugréa-t-il. « Tout a une fin. En mars, le jour de l'anniversaire de l'assassinat de César, comme le père nous a donné quelques passages de Viris, Monsieur Réseau, les moustaches retournées au plafond, fit irruption dans la salle d'études. « L'abbé » fit-il d'un ton rogue, « j'ai à vous parler, passons de l'autre côté. » Immédiatement, 3 oreilles furent collées contre la porte. « Ça barde » jubilait Freddy. Ça bardait en effet. « L'abbé » criait Monsieur Roseau, « vous exagérez, vous déshonorez votre soutane. La mère Mélanie, Vergeret, sort de mon bureau. Il paraît que vous avez essayé de tripoter sa fille aînée. Je me doute maintenant du véritable motif pour lequel vous avez dû quitter votre ordre. Je vous retire l'éducation de mes enfants. » Mais la note comique manquait encore. « Je me demande si, par hasard, vous ne seriez pas interdit si vos messes étaient valables. » Un rire énorme nous apprit que le père Trubel laissait glisser son masque sur le parquet de sa chambre. Un rire homérique qui devait déboutonner tous les petits boutons de sa soutane et faire sauter les griffes de lion de sa breloque. Enfin, cette hilarité s'apaisa. Nous pûmes entendre. « Mais oui, mon beau monsieur, je quitte votre maison de fou. Vos haricots rouges commençaient à m'écœurer et le parfum de vos chaussettes de vos enfants, ces petites bêtes puantes. Je vous laisse sous la férule de Folcoche. Ah, vous ne connaissez pas le surnom que ses fils ont donné à... » Pour la seconde fois, rugit la colère paternelle. « Nom de Dieu! Allez-vous vous taire? Je fais atteler. Vous partirez séance tenante. » De la chambre du révérend jaillit mon père, cramoisi. Surpris par la brusque poussée de la porte, nous fûmes renversés, les 4 fers en l'air. Monsieur Roseau traversa la salle sans même s'en apercevoir. Le père Trubel partit aussitôt. Je le vois encore s'engouffrer dans la vieille Victoria qui puait le cuir et le crottin et qui allait être remplacée par une 5 chevaux Citroën. Il avait eu le temps cependant de me glisser une griffe de lion dans la main et de me confier, dans un brusque tutoiement, « Prends ça, gamin, il n'y a que toi qui le mérites. » Le père disparut et remplacé, nous payâmes les pots cassés. Recrudescence de vexation, nouvelle réforme, Folcoche nous a toujours considérés comme responsables des ennuis survenus à la maison. Or, la belle Angérie connaissait la série noire. Le scandale de la soutane blanche était à peine apaisé que se produisit l'incendie des armoires. La plus pauvre de nos tantes, Madame Torure, osa réclamer la Normande de la petite salle à manger et, accessoirement, 2 paires de draps. Quelle prétention! Les 21 armoires du manoir grincèrent sur leur gong. Par la bouche exaspérée de Madame Rousseau, les 50 paires de draps déclarèrent qu'elles n'étaient jamais sorties de la belle Angérie. On n'a pas idée de remettre en question un partage équitable qui avait tout attribué à Monsieur Roseau, notre père, par désistement pur et simple de tous ses cohéritiers, respectueux d'une tradition qui, à chaque génération, permettait de sauver le domaine. Gabrielle, baronne de Celle d'Auxelles, Thérèse, comtesse de Bartholomy, le protonotaire, mère Marie de Sainte-Anne-d'Orée, mère Marie de la Visitation, mère Marie de je ne sais plus quel saint, ces 3 dernières épouses de Dieu malgré la polygamie, avaient tous et toutes signé le document, la tante Torure aussi. Stupidement mariée à un pauvre, veuve de ce pauvre et fidèle au souvenir de ce pauvre. Alors que venait maintenant réclamer cette indigente. Folcoche en étouffait d'indignation. Monsieur Roseau hésitait. Il était honnête, cet homme. Pour calmer sa conscience, il abandonna en grand secret à sa sœur les droits d'auteur hérités de grand-mère. Et les armoires demeurèrent sur place à la grande satisfaction de Folcoche, qui décida, par prudence, de les rendre toutes indispensables en transformant celles qui étaient vides en cabinet de toilette. Histoire réglée, mais voilà que les chevaux se mirent à crever mystérieusement. La série continuait. Ils ne donnèrent aucune explication. Ces chevaux, à leur mort subite, morve, prétendit le Mégéeux, alias vétérinaire. Folcoche haussa les épaules.
Elle savait à quoi s'en tenir. La version de l'empoisonnement des chevaux par les enfants ne fut pas formulée, mais pendant des semaines, Folcoche surveilla, enquêta, insinua, espéra la preuve ou le semblant de preuve qui lui permettrait de condamner les coupables à la maison de correction. Le rêve de sa vie. Peine perdue. Nous étions innocents. Et nous étions sur nos gardes. Monsieur Roseau remplaça les chevaux par une Citroën. Et le train-train, pieux et perfide, reprit son cours. Nous ne grandissions guère. Nous ne décidions pas à pousser. Folcoche nous mesurait tous les 3 mois le long d'une planche quasi historique où toutes les tailles des roseaux avaient laissé un trait de crayon, un prénom et une date. En vain. Sans doute avions-nous trouvé le truc inverse des grognards de la garde, qui se glissaient des jeux de cartes sur la chaussette pour atteindre le niveau requis. « Tiens-toi droit, Chiffre !» Mais Chiffre ne prenait pas un centimètre. Non, la seule chose qui eût grandi en nous, disons-le, c'était un certain sentiment, impossible à mesurer, mais qui eût encombré des kilomètres sur la carte du non-tendre, si elle existait. Dans cet ordre d'idées, nous avions atteint le gigantisme. Je me souviendrai toute ma vie, Folcoche. Les platanes, pourquoi portent-ils ces curieuses inscriptions CVF, quasi rituelles, que l'on pourrait retrouver sur tous les arbres du parc, chênes, tulipiers, frênes, tous, sauf un taxodier que j'aime, V.F, c'est-à-dire vengeance à Folcoche, gravé dans toutes les écorces et sur les potirons de fin d'année, et sur le truffaut des tourelles, cette pierre tendre qui se laisse bien creuser à la pointe du canif et même en marge des cahiers. Non, ma mère, cela n'est point, comme on voit là quelquefois prétendu une ressource, mémotechnique, verbe français, ne pas oublier d'apprendre des verbes français. Non, ma mère, il n'y a plus qu'un seul verbe qui compte ici, et nous le déclinons correctement, à tous les temps. Je te hais, tu me hais, il la haïssait, nous nous haïrons, vous vous étiez haïs, ils se haïrent. VF. Et la pistoletade, tu sais, Folcoche, la pistoletade. Moi, je l'ai pistoletté. Pendant 4 minutes, se vantait Freddy. Pauvre Chiffre, petit prétentieux à paupières faibles. Si quelqu'un t'a pistoletté, c'est bien moi. Je m'en vante. T'en rappelles? Pardon, tu te le rappelles? Tu dis toujours. Je n'aime pas les regards faux. Regardez-moi dans les yeux, je saurai ce que vous pensez. Ainsi, tu t'es toi-même prêté à notre jeu. Tu ne pouvais pas ne plus t'y prêter. Et puis, ça ne te déplaît pas, ma tendre mère. Au dîner, en silence, voilà le beau moment. Rien à dire, tu ne me prendras pas en défaut. J'ai les mains sur la table, mon dos n'offense pas la chaise. Je suis terriblement correct, aucune faille légale dans mon attitude. Je peux te regarder fixement, Folcoche. C'est mon droit. Je te fixe donc. Je te fixe éperdument. Je ne fais que cela de te fixer. Et je te parle en moi. Je te parle et tu m'entends pas. Je te dis, Folcoche, regarde-moi donc. Folcoche, je te cause. Alors ton regard se lève de dessus tes nouilles à l'eau. Ton regard se lève comme une vipère et se balance, indécis, cherchant l'endroit faible qui n'existe pas. Non, tu ne mordras pas, Folcoche. Les vipères, ça me connaît. Je m'en fous des vipères. Tu as dit toi-même, un jour, devant moi, que tout enfant, j'en avais étranglé une. Une faute impardonnable de ma belle-mère, sifflais-tu. Un manque inouï de surveillance. Cet enfant a été l'objet d'une grande grâce. Et, se disant, le ton de ta voix reprochait cette grâce au ciel. Mais ton regard est entré dans le mien et ton jeu est entré dans mon jeu. Toujours en silence, toujours infiniment correct, comme il convient. Je te provoque avec une grande satisfaction. Je te cause, Folcoche. M'entends-tu? Oui, tu m'entends. Alors je vais te dire. T'es moche. Tu as les cheveux secs, le menton mal foutu, les oreilles trop grandes. T'es moche, ma mère. Et si tu savais comme je ne t'aime pas, je te le dis avec la même sincérité que le va, je ne te hais point de Chimène, dont nous étudions en ce moment le cornélien caractère. Moi, je ne t'aime pas. Je pourrais te dire que je te hais, mais ça serait moins fort. Or, tu peux durcir ton verre de prunelle, ton verre de gris de poison de regard. Moi, je ne baisserai pas les yeux, d'abord parce que ça t'emmerde, ensuite parce que Chiffre me regarde avec admiration, lui qui sait que je tente de battre le record des 7 minutes 23 secondes que j'ai établi l'autre jour et qu'il est en train de contrôler, sans en avoir l'air, sur la montre bracelet de ton propre poignet. Je te pistolette à mort aujourd'hui. Ce faucheton de cropette me regarde aussi. Il est bon qu'il sache que je ne le crains pas. Il est bon qu'il ait peur, lui qui réfléchisse aux inconvénients auxquels il s'expose. Je commence à bien lui pincer les fesses quand c'est nécessaire, et je serai bientôt assez fort pour lui casser sa sale petite gueule, comme dit Petit Jean, barbelivien, qui ne l'aime pas. Car personne, pas même toi qui t'en sers, personne vraiment ne l'aime. Tu vois, Folcoche, que j'ai 1000 raisons de tenir le coup, la paupière haute, et ne daignant même pas scier.
Tu vois que je suis toujours en face de toi, mon regard tendu vers ta vipère de regard à toi, tendu comme une main et serrant, serrant tout doucement, serrant jusqu'à ce qu'elle en crève. Hélas, pure illusion d'optique. Façon de parler, tu ne crèveras pas, tu siffleras encore, mais ça ne fait rien. Freddy, par de minuscules coups d'ongles sur la table, vient de m'annoncer que j'ai battu le record et que j'ai tenu plus de 8 minutes la pistoletade. 8 minutes, Folcoche. Et je continue. Ah, Folcoche de mon cœur. Par les yeux, je te crache au nez, je te crache au front, je te crache. Freddy, tu as fini de faire l'imbécile avec tes ongles? C'est fini, tu es vaincu. Tu as trouvé le prétexte pour te détourner. L'héritier présomptif, tu le gratifies d'un coup de fourchette pointe en avant, et moi-même, tu me gratifies d'un rapide battement de tes cils trop courts, ce qui signifie, petit crétin, je te rattraperai la première occasion. Et comme je souris, au millimètre, d'un sourire à peine perceptible pour tous autres que toi, tu te venges en réitérant le coup de fourchette sur le dos de la main de Freddy en choisissant l'endroit le plus sensible, à la jointure des doigts, là où comptent les mois de 30 ou 31 jours. 4 petites perles de sang apparaissent parce que tu as trop frappé. Tu as frappé un peu trop fort. Freddy me regarde de travers maintenant. Papa proteste faiblement. Je t'ai déjà dit, Paul, de n'employer que le dos de la fourchette. Et l'abbé outré baisse de vertueuses paupières. Il ne s'y fera pas non plus, celui-là. Il s'en ira bientôt. Tiens, c'est vrai, je deviens négligent. J'ai oublié de parler de cet abbé numéro 4. 4, oui. Et voilà 2 qui, depuis le père, ont refusé d'adopter un système d'éducation trop austère. Euphémisme sacerdotal. 2 qui ont foutu le camp au trot, l'un pour soigner sa mère, l'autre pour soigner sa décalcification. Le petit nouveau, c'est un séminariste qui s'est engagé pour les vacances. Il montrait, en arrivant, beaucoup d'enthousiasme. Pénétré sur le toit qui a vu naître le plus grand défenseur de l'Église, pensez donc. Je crois qu'il a commencé à trouver notre sainteté rébarbatif et à regretter le séminaire, où l'on se promène entre soutanes. 6 en avant, 6 à reculons, d'un cœur plus léger que sous les ombrages humides des platanes de la belle Angérie. Il n'en a pas pour longtemps, l'abbé Chose, dont le nom ne marque pas dans ma mémoire. Mais pourquoi diable? Pourquoi revois-je encore le visage de ce doux conscrit de l'évêché? Voyons, cherche. Brasse-bouillon. Et pardi, j'y suis. C'est ce passant qui a recueilli Madame Mère dans ses bras épouvantés. Dans ses bras, oui, le soir même du record, en pleine prière du soir. La tension nerveuse à laquelle j'ai soumis ma pauvre mère a-t-elle précipité l'heure de la crise? Si oui, quelle consolation. Maintenant je me souviens de tout, le moindre détail me revient. Je vois ma mère qui devient toute blanche. Mon père entame allègrement le souvenez-vous. Souvenez-vous, ô douce Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux, au fait, qu'est-ce que c'est une vierge? Je suis en train de penser. Petit Jean dit que c'est une femme qui n'a pas eu d'enfant. Mais la Sainte Vierge, on a eu un. Madame Réseau se lève, se tenant le ventre, Freddy me jette un coup d'œil. Qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection implorer votre assistance et réclamer vos suffrages ait été abandonné. La bonne blague. J'ai tout essayé auprès de cette dame. Sur la foi de ses paroles, elle n'a jamais rien fait pour adoucir Folcoche. Animée d'une pareille confiance aux vierges des vierges, parce qu'il y a sans doute plusieurs degrés dans la virginité, on dit bien roi des rois. Je viens, je cours à vous et gémissant sous le poids de mes péchés. Mais Paul, qu'avez-vous? Elle gémit, Paul. Votre femme, ô mon père, elle gémit sous les poids des péchés, elle gémit faiblement là où d'autres gueuleraient à plein poumon. Elle se tord peu à peu, vacille, essaye de se redresser, puis d'une seule masse s'effondre dans les bras du séminariste, qui la reçoit respectueusement, encore qu'en se feuillant à son attention toutes les pivoines de la terre. Bien entendu, papa s'affole. Paul, ma petite Paul, mais qu'as-tu? Allons, l'abbé, transportons-la sur le récamier du salon. Fine, fine. Ah, mais c'est vrai qu'elle m'entend pas. Grand signe de détresse, la main tapotant sur le sternum, Alphonsine, à tout hasard, se jette sur la cruche d'eau, Craonnet, donc légèrement trouble, et en vide la moitié sur le front de Folcoche, qui ne bronche pas. Fichtre! C'est grave. Nous sommes très intéressés, très mouches du coche. Folcoche se tord toujours, inconsciente, les 2 mains sur le foie. Sa respiration siffle. Dois-je le dire, mais nous respirons mieux depuis qu'elle étouffe. Enfin, papa prend le seul parti raisonnable qui saute dans sa voiture et va chercher Cacor, le médecin de Soleto. Pendant ce temps, Fine et Bertine, Barbe-Livia, qu'on est allé quérir, transportent notre mère, la déshabillent, la couche quand le docteur arrive. Elle n'a point repris ses sens. Pardi, fait Cacor, c'est la Chine, crise hépatique. Je crains une lysiase vésiculaire. Il faudrait radiographier. Je vais faire une piqûre de morphine. Allez vous coucher les enfants, dit doucement notre père. Je ne dormirai que très tard. C'est que je me souviens
souviens de la mort de grand-mère, ce désastre avait très vite été consommé. Est-ce que Dieu, qui se trompa si lourdement ce jour-là, aurait l'intention de réparer son erreur? Que sa sainte volonté soit faite. Ah oui, cela m'arrangerait bien que sa volonté soit faite. La maison est calme maintenant. L'odeur de la bouse fraîche me parvient à travers l'œil du bœuf de ma chambre. Barbelivien rentre de la vacherie et sa lanterne se balance dans la nuit. Et dans ma tête, que devient lourde, se balance un dernier espoir sacrilège. Fin du chapitre 9.